écoutez, ça va pas mal. Ça va pas mal. En tout cas, je suis heureuse de vous recevoir ce soir pour cette rencontre, ces rencontres de la procure autour de votre dernier ouvrage publié aux éditions Gallimard. Ce sont les enquêtes de Thomas More, une série policière haletante. C'est déjà votre deuxième opus. C'est un livre qui se découvre avec énormément de plaisir, énormément aussi d'envie d'aller découvrir ce que Thomas More, ce génial enquêteur, eh bien, nous invite à découvrir. Et là se situe dans les Balkans. Nous sommes en 1913. Alors déjà, pour commencer, Thomas More. Pourquoi le nom de cet enquêteur? Parce que ça n'est pas n'importe qui, Thomas Non, More. non, alors c'est une homonymie, ça n'est pas le vrai Thomas Bien More. sûr. Le vrai Thomas More, on le connaît, c'est le chancelier d'Angleterre, enfin c'est le ministre de la Justice et quasiment le premier ministre d'Henri VIII, avant qu'Henri VIII ne décide de divorcer pour épouser Anne Boleyn et de rompre avec l'Église de Rome et donc de créer l'Église anglicane, ce à quoi Thomas More s'est absolument refusé. Bon, alors ça n'a pas de rapport avec mon détective. Mon détective, pourquoi est-ce que j'ai choisi ce nom? Bon, d'abord, il y avait un côté. Je crois que la raison essentielle, elle tient à la raison pour laquelle Thomas More n'a pas voulu céder au roi. Thomas More n'a pas voulu céder au roi, non pas parce qu'il était contre le divorce, lui-même en était à sa deuxième femme, la première était morte, etc. Mais c'est pas parce qu'il était contre le divorce, c'est pas parce qu'il avait des pensées théologiques extrêmement profondes, c'est parce qu'il pensait que s'il y avait le divorce, le roi deviendrait le chef de l'Église d'Angleterre, et que un homme, un citoyen, n'importe quel homme, ne pouvait pas supporter que le pouvoir spirituel et le pouvoir temporel soient réunis dans la même personne. Parce que ça, c'était le début du totalitarisme. Et en fait, ça fait de Thomas More le premier écrivain à être hostile au caractère totalitaire du pouvoir. Après tout, Mao Tse-tung, Hitler, tout ça sont des gens qui combinent la force spirituelle et la force politique. Et c'est une chose dont Thomas More avait vu le danger à la fin de la Renaissance, le premier, et auquel il s'est opposé. Il voulait que, au fond, le monde de Dieu et le monde des hommes restent séparés. Alors pourquoi est-ce que j'en ai fait un enquêteur? Parce que moi aussi j'aime bien ça, c'est-à-dire j'ai beaucoup, professionnellement, j'étais avocat, j'ai beaucoup fréquenté la justice, et en fait, j'aime bien cette idée que la justice, il faut qu'elle soit rendue, il faut que les méchants soient punis, il faut que les coupables aillent en prison, c'est entendu, mais je n'aime pas la prétention de la justice de dire la vérité sur les personnes. On peut condamner les actes, mais on ne peut jamais totalement dire la vérité sur les personnes, et c'est pour ça que la Bible dit à plusieurs reprises que seul Dieu connaît les reins et les cœurs. Et mon Thomas More, il est l'archétype de ça. Il est un enquêteur qui fait venir au jour la vérité, avec les coupables, avec les actes mauvais, avec tout ce genre de choses, mais il ne va pas au-delà d'un certain point. Il ne prononce pas de condamnation. Il fait apparaître ce monde mystérieux qui est caché sous l'autre et où le mal et le bien se mélangent, mais il ne prononce pas de condamnation. Et plus je vieillis, plus c'est une attitude dans la vie que j'aime bien, et c'est la raison pour laquelle j'ai donné ce nom de Thomas More à mon héros. Alors justement, vous parlez de mystérieux. Et c'est vraiment le propos, c'est ce qui draine en fait ce roman comme le premier. Et là, on est dans une enquête policière. Alors donc, c'est un roman qui s'appuie sur l'histoire, sur des faits historiques. C'est important. Le mystérieux, on va y revenir parce que votre enquêteur est bien mystérieux lui-même. Mais il y a quelque chose qui traverse ces deux romans et celui-ci en particulier, c'est la notion de l'histoire. L'histoire est très importante. Et d'ailleurs, cela se passe en 1913 à Salonique, dans les Balkans, à une période un peu charnière pour l'Europe. Mais c'est aussi, à travers ce roman, une autre histoire, d'autres histoires qui arrivent, l'histoire avec un grand H toujours, il y a une espèce de réminiscence ponctuelle. Alors, quelle importance vous accordez à l'histoire et particulièrement dans ce roman? Alors c'est une question fondamentale, si je puis dire, parce que en fait, il y a deux raisons à ça. La première raison, c'est qu'il y a des territoires, des zones géographiques qui sont absolument marquées par l'histoire, dans lesquelles l'histoire est absolument sensible, et c'est le cas de l'Europe de l'Est, c'est le cas des Balkans. Moi, j'étais en Yougoslavie pendant la guerre, j'étais beaucoup avant d'ailleurs, parce que j'aimais beaucoup ces régions balkaniques, puis j'y suis allé pendant la guerre, et j'étais absolument frappé de voir ce continuum entre le passé et le présent. Au fond, c'est ça qu'on appelle avoir du sens historique, avoir l'esprit historique. Ici, en fait, ce continuum est largement rompu. C'est-à-dire que nous avons de temps en temps des débats politiques qui portent sur est-ce que machin est pétainiste, est-ce que ça rappelle les heures sombres de l'occupation, mais ça s'arrête là, globalement.
Les pays d'Europe centrale et balkanique sont des pays dans lesquels l'histoire, par décennies entières, est absolument présente et irrigue la totalité de la vie. Et ça me fascine parce que c'est vraiment la tunique sans couture du temps dont parle l'écriture. Et c'est quelque chose que je trouve absolument extraordinaire. Donc il y avait cet élément-là, l'histoire comme temps palpable. Vous savez, Il y a un côté malléable dans votre roman. On le sent le temps, on le sent par la modification des manières de parler, des manières d'être, de manger, de se vêtir. L'histoire, il y a un temps palpable comme ça qui me fascine. Et puis j'ai toujours été fasciné aussi par les situations de retournement, c'est-à-dire par le moment où l'histoire paraît hésiter à aller à droite ou aller à gauche, et puis finalement elle décide d'aller à droite et on ne sait pas trop pourquoi. Quand j'ai été sur un théâtre de guerre pour la première fois, c'était la Yougoslavie, et je me souviens très bien des raisons pour lesquelles je me suis engagé. C'était pas par patriotisme, parce que je pensais que l'avenir de la France se jouait en Yougoslavie, mais c'est parce que je voulais voir les endroits où l'histoire se fait, voyez, les endroits où se passent les choses qui vont transformer nos vies. Quand vous allez à Sarajevo, dont on parle un peu dans le livre, quand vous allez à Sarajevo, vous avez l'endroit, vous voyez à Sarajevo, sur le quai de la Miljaka, c'est la rivière qui traverse Sarajevo, vous avez l'endroit qui est un croisement où le terroriste serbe qui s'appelait Gavrilo Princip a tué en 1914 l'archiduc François Ferdinand, hérité de l'Empire d'Autriche, assassinat d'où est née la Première Guerre mondiale. C'est une chose absolument fascinante parce qu'il y a eu une enquête de police, naturellement. On a laissé sur le sol l'empreinte des pieds de Princip, puisqu'il avait tiré au revolver. Donc les policiers ont mis ces empreintes de pieds, vous savez, un peu comme on fait sur les scènes de crime, quoi. Ils ont mis les empreintes de pieds, et ensuite ces empreintes de pieds ont été coulées dans le bronze. Et donc vous allez sur place, moi ça m'a frappé parce que j'étais pendant la guerre, pendant le siège de Sarajevo, et vous êtes là et vous mettez vos deux pieds dans les deux pieds de Gavrilo Princip, vous tenez à la place qu'il a occupée, et vous savez que de cette place, tout le XXe siècle est sorti. La Première Guerre mondiale, la Shoah, le totalitarisme léniniste, le communisme, le nazisme, le fascisme, puis la décolonisation, tout ceci est né de ce type phtisique et rachitique qui se tenait exactement à la place où vous êtes, sur le bord du quai. Et cette impression de l'aléa historique est quelque chose que je trouve absolument fascinant. Alors après, il y a aussi un autre point qui est le caractère singulier de la mort, du meurtre et du crime, alors même qu'on s'achemine vers des situations où il va y avoir des dizaines de milliers de morts. Mais néanmoins, une seule mort continue à nous intéresser parce que l'être humain est ainsi fait que pour lui, une seule mort qu'il connaît vaut mieux que 10 000 morts qu'il ne connaît pas. Et donc ça, c'est assez fascinant. Alors votre héros, Thomas More, traverse le temps lui-même. C'est une des découvertes aussi de vos aventures, et qui en fait sont assez troublantes au démarrage. Et puis en fait, finalement, vous nous faites voyager dans le temps avec beaucoup d'astuces, je trouve, et puis finalement, vous nous emmenez avec vous justement à la découverte de cette histoire. C'est aussi un moyen que vous avez trouvé pour nous rendre plus curieux, plus vifs aussi par rapport à ces histoires qui parlent de la nôtre. En fait, je suis content que vous ayez pris du plaisir à le lire, parce que moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Je crois que c'est le livre que j'ai eu le plus de plaisir à écrire, enfin ces livres, cette série-là. Pourquoi ? Parce que, en fait, j'écris maintenant des livres que j'aurais aimé lire moi-même. Et je suis ainsi fait que j'ai un peu l'esprit historique. J'aime bien, à chaque fois que je passe quelque part, m'imaginer ce qui se passait là, il y a 50 ans, il y a 100 ans, il y a 200 ans. Par exemple, je vais à l'Académie française tous les jeudis. Bon, en fait, je ne vais pas à l'Académie d'aujourd'hui. Je vais à l'Académie et je me dis, à chaque fois que j'arrive à l'Académie, je me dis, tiens, je vais croiser Mérimée, qu'est-ce que je vais dire à Hugo, comment va cette vieille ganache de Tocqueville qui nous ennuie avec le droit constitutionnel, et j'espère que Musset n'est pas entre deux vins comme d'habitude, parce qu'il est quand même très alcoolique. Enfin bon. Et je le dis en plaisantant, mais c'est vrai que j'ai beaucoup voyagé, beaucoup circulé à travers la Terre, et à chaque fois, j'ai aimé retrouver sous le temps présent le temps passé. Par exemple, quand j'allais en Inde, j'ai écrit un Thomas More que j'espère vous lirez dans quelques années, qui se passe en Inde en 1840, dans les stations d'altitude, à Simla et à Darjeeling. C'est là où j'ai écrit mon premier livre, à Darjeeling, il y a 40 ans de ça. Et quand j'y étais, je voyais sous le Darjeeling de l'Inde indépendante
l'espèce de Darjeeling anglo-indien, très, très mystérieux, qui était celui de Kipling, celui des sortilèges, celui de la cité de l'épouvantable nuit, et je le voyais comme dans un rêve. Et j'ai toujours vu le présent comme ça, j'ai toujours vu le présent hanté par l'histoire, hanté par les personnages de l'histoire et du passé. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé un personnage qui traverse le temps. Alors, cela dit, on peut l'oublier. Je pense qu'on peut lire chaque livre comme si, au fond, on n'allait pas le retrouver par la suite. Bon, il se trouve qu'on le retrouve par la suite vu qu'il traverse le temps. Mais euh, l'idée qu'il traverse le temps, au fond, ça n'est pas un personnage si extraordinaire. Vous voyez, il n'est pas divin, il n'est pas héroïque. Il traverse le temps entre guillemets comme moi quand je traverse le temps, si je puis dire, ayant beaucoup étudié l'histoire de la Hongrie, quand je me retrouve dans le Budapest d'aujourd'hui et que j'essaye de sentir et de deviner ce qu'il y a d'autrefois dans le monde d'aujourd'hui. Mais est-ce que ce n'est pas formidablement romanesque, justement? Ah ben si, alors ce qui est passionnant, c'est que c'est pas moi de le dire, mais ça veut dire, ça a été passionnant, c'est pour ça que je suis content que des gens aiment le lire, mais ça a été passionnant pour moi de l'écrire parce que c'était vraiment une manière d'être au monde, c'est-à-dire une manière de découvrir le monde en écrivant un roman. Comme le roman est très souvent une manière de découvrir le monde en le lisant. Et pour moi, ça a été une manière de le découvrir en l'écrivant, page après page, en me laissant entraîner sur des sentiers absolument imprévus, comme si j'étais en quelque sorte Thomas More moi-même, enfin le Thomas More du livre. Et je pense qu'il y a, en fait, c'est ça qui m'a intéressé, beaucoup plus que la résolution des énigmes ou la résolution des crimes, c'est-à-dire suivre un héros que j'aime, que j'ai créé pour pouvoir l'aimer et qui m'explique le monde en voyageant, comme si je le suivais. Je me suis créé un ami imaginaire, un camarade de voyage, intelligent, qui essaye plutôt de faire triompher le bien sur le mal. La vérité, en tout cas, qui essaye de faire triompher la vérité, mais avec réserve, avec une manière de ne pas être tout à fait là, avec discrétion. Avec la conscience aussi. Parce que... Avec la conscience, absolument, et avec une conscience de la faillibilité, avec une conscience oui, du caractère incertain des destinées, et pour finir, une assez grande compassion à l'égard des personnes, que les personnes soient criminelles ou pas. Et je l'ai fait pour ça, pour pouvoir le suivre, pour pouvoir, d'une certaine manière, voir le monde avec ses yeux, et que ce monde m'apparaisse plus agréable, plus civilisé, plus compatissant, plus généreux qu'il ne l'est quand on le voit avec des yeux pessimistes. Alors, vraiment, ce qui est très touchant dans ce livre, et surtout qui touche, parce que vraiment ça, je pense, a fait remuer aux entrailles quelque chose de l'enfance, c'est ce merveilleux, finalement, à travers ce personnage, mais aussi ses allers-retours constants, et puis ce mystère, hein, puisqu'on est quand même dans un roman policier, il y a du mystère. Alors, je ne peux pas m'empêcher, je n'ai pas pu m'empêcher d'y voir aussi des pairs en littérature qui vous ont accompagné pour l'écriture de ce livre. Alors, je pense aux feuilletonistes, hein, notamment du 19e, Ponson du Terrail, Michel Zévaco, mais bien sûr Maurice Leblanc et Arsène Lupin, parce que la notion d'histoire dans Arsène Lupin est très importante aussi. Importante. Alors dites-nous, cette filiation peut-être littéraire. Elle existe, enfin, bon, elle existe parce que le feuilleton est quelque chose d'absolument fascinant, et puis elle existe spécialement chez Lupin, comme avec Dumas, d'ailleurs, pour lequel l'histoire est évidemment très importante, mais chez Lupin, ça me fascine. Je veux dire, dans mon enfance et ma jeunesse, j'étais plus que fasciné par ça. Par exemple, j'avais un ami, avec qui je suis resté copain d'ailleurs, hein, nous allions tous les deux en vélo. Il avait une maison près de Beauvais, et nous allions de Beauvais jusqu'au pays de Caux en vélo la nuit pour retrouver exactement toutes les traces des bornes de la comtesse de Cagliostro. C'est-à-dire que nous étions convaincus que nous allions voir apparaître Arsène Lupin. Quand j'avais 15 ans, je suis allé dormir dans la grotte des Demoiselles près du fort de Fréfossé, au-dessus de l'aiguille d'Étretat, en attendant, à 15 ans, hein, je veux dire, c'est dire si j'étais retardé quand même, en attendant de voir jaillir la fumée vous savez, par lequel Beautrelet se dit « mais cette aiguille est habitée ». Enfin, pour moi, c'est toute la poésie du monde. Exactement comme une autre chose qu'on faisait aussi avec mon camarade, on allait en Sologne, et je me souviens d'avoir arpenté à pied les forêts de Sologne, mais des heures durant, pour voir apparaître la jeune fille dont j'étais amoureux, et qui était Yvonne de Galais,
qui était le personnage du Grand Maulne. J'étais sûr, enfin, j'avais 12 ans, hein, j'étais sûr qu'elle finirait par m'apparaître. Alors, elle n'avait pas apparu, mais j'étais sûr qu'elle finirait par m'apparaître. Et je crois que l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ensuite, c'est pour dire ma déception de ce qu'elle ne m'était pas apparue. Et pourquoi j'ai commencé à écrire ensuite des livres d'aventure, c'est pour qu'elle m'apparaisse enfin dans les livres d'aventure. Et ce que vous dites donc est très très juste et me touche beaucoup parce que c'est vraiment absolument ce que j'ai voulu faire. Et j'irais même au-delà. Pour moi, il y a très peu de différence entre les personnes. J'ai jamais pu faire de différence ni sociale, ni intellectuelle au fond, ni même peut-être morale entre les gens. La seule vraie différence, c'est entre ceux qui ont le sens de ça, de ce mystère, du fait que peut-être un héros de roman va vous apparaître au détour d'une rue, et ceux qui ne l'ont pas. Et pour moi, c'est une vraie summa divisio entre les personnes, et qui fait que, pour moi, quelqu'un qui a imaginé faire partie du Club des Cinq, par exemple, le Club des Cinq, merveilleux le Club des Cinq, quelqu'un qui a imaginé faire partie du Club des Cinq, quelqu'un qui a imaginé discuter avec Isidore Beautrelet, quelqu'un qui imaginait rencontrer Juve et Fandor dans Fantomas, pour moi, c'est quelqu'un. Alors que les autres sont évidemment quelqu'un, naturellement, mais des gens avec qui je n'ai pas grand-chose de commun, avec qui je ne peux pas volontiers parler. Est-ce que sur cette notion très propre à l'enfance, sur cette fascination que vous décrivez par rapport aux aventures d'Arsène Lupin ou d'autres, de Dumas par exemple, on en reparlera, est-ce que cette notion de justice qui traverse ces romans, cette notion du merveilleux, parce que je pense aussi à la demoiselle aux yeux verts dans Arsène Lupin, qui est magnifique sur la fin, là c'est tout le merveilleux qui s'ouvre. Magnifique avec la fontaine de Jouvence, ouais, l'ancienne Juvin des Romains. Et avec autre chose aussi, parce que ces romans sont extrêmement profonds en réalité. Un autre thème absolument courant chez Leblanc qui me plaît énormément, c'est le thème du double. La demeure mystérieuse, où il y a deux maisons qui se ressemblent. D'ailleurs, La femme aux deux sourires, où elles sont deux, il y a Antoinette et je ne sais plus qui d'autre, et c'est absolument pas la même. Le thème du double est absolument pas. Et d'ailleurs, Lupin lui-même est double. Le fils d'un professeur de boxe et d'une aristocrate, il est à la fois bandit, gangster et en même temps chef de la sûreté dans 813. Donc c'est le double absolu. Il est à la fois le gendarme et le voleur. Enfin, ce thème est absolument fascinant. Je crois que ça plaît beaucoup à l'enfance parce que l'enfance a la conscience, et je pense que l'enfance a raison d'avoir cette conscience, que le monde des adultes n'est pas ce que les adultes en disent. Que le monde des adultes est beaucoup plus profond, beaucoup plus caché, beaucoup plus mystérieux, et qu'il n'est pas si simple. Et il est vrai que ce monde n'est pas si simple. Et je pense que les romans d'aventure, mais du Club des Cinq jusqu'à Tintin ou jusqu'à Arsène Lupin, nous montrent assez clairement que l'enfance a raison de penser que le monde est plus incompréhensible et plus délicieux aussi, et plus rédempteur que ce que les adultes disent qu'ils sont d'habitude. Voilà, disent qu'il est d'habitude. Alors cette aventure, ces aventures qui fascinent autant les enfants, les jeunes et les moins jeunes, finalement, quand on est adulte, on se rend compte que l'aventure, on en a tous besoin, c'est quelque chose, c'est un appel. Bien sûr, ouais. Vous avez écrit précédemment, avant les aventures de Thomas More, S'en aller. C'est une quête pour vous, c'est un besoin constant de retrouver ce goût de l'aventure. Oui, oui, et puis... et d'être déplacé. Et d'être déplacé, et ça me rappelle ce que disait... on en parlait avant que notre discussion ne commence, mais il y a eu quelque chose d'extraordinaire. Il y a quelques années de ça, Pivot recevait Nabokov à Apostrophe, et à un moment, Pivot lui demande, un peu simpliste, mais sympathique, il lui dit, mais est-ce que vous n'êtes pas un peu une personne déplacée, un réfugié, un exilé? Et Nabokov, avec cet accent russe blanc qui était le sien, répond, mais si, monsieur Pivot, je suis un exilé, c'est mon état, c'est mon emploi, c'est ma vie. Voilà. Merveilleux, c'est mon état, c'est mon emploi, c'est ma vie. J'ai toujours ressenti, je pense que c'est pour ça que j'aurais écrit des livres, j'ai toujours ressenti le fait d'être là et de ne pas être là en même temps. D'être totalement chez moi et de n'être pas chez moi, d'être de passage, de ne pas être tout à fait ici. Et donc c'est la raison pour laquelle ça incline assez naturellement à aimer le roman d'aventure et à lire des romans d'aventure. Et je pense aussi que
très jeune, j'ai eu cette idée d'où l'aiguille creuse, d'où l'amour de l'aiguille creuse, de la demeure mystérieuse, de choses de ce genre, l'idée qu'il existait un monde caché sous l'autre. L'idée qu'il existait, l'idée un peu platonicienne de la caverne, vous voyez, l'idée qu'il existait un autre monde caché sous ce monde. Que ce que nous voyons là n'était qu'une infime partie de ce qui existait au même moment dans l'univers réel, que nous ne voyons qu'une très très faible partie de ce qui se passait. J'en ai toujours eu une conscience absolument aiguë. C'est la raison pour laquelle, par exemple, souvent les gens qui lisent l'Évangile sont surpris en disant mais c'est des blagues tout ça, c'est de la magie, que je te ressuscite machin et que j'apparais après 3 jours. Bien personnellement, ça m'est toujours apparu au contraire une vision extrêmement réaliste de ce qu'est le monde humain. Un monde dans lequel la part de mystère est beaucoup plus présente qu'on ne s'accorde à le dire généralement. Et je pense que ça, l'enfance, certaines enfances, en ont une conscience très aiguë et qu'on passe sa vie à essayer de... Moi, je sais maintenant que j'aurais passé ma vie en écrivant des livres à retrouver ce sentiment de coïncidence avec le mystère du monde que j'ai éprouvé si fort entre l'âge de 9 ans et l'âge de 13 ans. Alors la lecture, ça fait partie de votre vie, vous venez de le dire. Et vous avez écrit, vous avez dit dans une très belle interview du Monde que vous écriviez par contagion de la lecture. Oui, j'écris parce que pour moi c'est pareil, c'est-à-dire j'écris pour retrouver en écrivant un plaisir analogue au plaisir de la lecture. Ce qui est amusant, c'est que Nabokov, dans ses conférences de littérature, Cornell, disait au fond, qu'est-ce que c'est qu'un bon lecteur? Un bon lecteur, c'est celui qui sait en lisant retrouver l'espèce d'émotion nerveuse, le tremblement sentimental, qu'a été celui de l'auteur qui écrit. Donc ça marche dans les deux sens. Le bon lecteur, en fait, c'est quelqu'un qui lit comme s'il avait écrit le livre qu'il est en train de lire. Et moi, en fait, c'est pour ça qu'il y a chez moi un mouvement incessant entre la lecture et le fait d'écrire des livres. Alors qui m'entraîne à des précautions quand même, parce qu'il se trouve que je suis très influençable. Si je passe par exemple, je ne sais pas moi, 3 semaines à lire du Mérimée, par exemple, il faut absolument que je m'arrête d'écrire, parce que sans ça, je vais écrire du Mérimée. De manière zéligienne, comme dans le Zélig de Woody Allen, vous voyez. Donc je fais assez attention. Et c'est la raison pour laquelle, par exemple, quand j'écris des livres, je ne lis pas. Parce que sans ça, la contagion devient absolument totale entre ce que je lis et ce que j'écris. Mais pour moi, c'est une seule et même chose, c'est-à-dire des manières de même nature, différentes, mais de même nature, d'aborder cette espèce de mystère du monde que j'ai pressenti très jeune et qui n'a jamais cessé de m'accompagner depuis mon enfance. Quelles sont les lectures ou quelles sont les lectures qui vous ont nourri, même si vous ne lisiez pas pendant l'écriture de ces aventures de Thomas More? Là, en ce moment, vous voulez dire, donc dans la période d'après, en général. Oui. J'ai- Qu'est-ce qui vous a accompagné en fait? Alors, bon, m'a accompagné un livre ce qui est très banal, mais m'accompagne depuis très longtemps, qui est la Bible dans 2 ou 3 de ses parties, que sont le livre de la Genèse, les psaumes et l'Ecclésiaste. Voilà. Qui sont des choses d'ailleurs très littéraires en réalité, qui n'ont jamais cessé de m'accompagner. Et puis des récits et quand j'écrivais les aventures de Thomas More, des récits de voyage. Enfin, je veux dire, je sais pas, qui me stimulaient particulièrement, des récits qui se passent loin, comme par exemple un livre que j'ai découvert, enfin de voyage, pour lui ça n'était pas un récit de voyage, mais pour moi ça l'était, un livre que j'ai découvert récemment de Miklos Banfi, je ne sais pas si vous voyez qui c'était. Banfi était un personnage absolument extraordinaire, c'est un très grand écrivain hongrois, et qui était le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie en 21, après que la Hongrie ait perdu la guerre et que l'Empire d'Autriche-Hongrie se soit séparé. C'était un aristocrate hongrois de la Transylvanie. Il a refusé de servir le régime un peu fasciste, largement fasciste du régent Horthy. Il s'est retiré sur ses terres en Transylvanie et il a écrit ses souvenirs de la Transylvanie d'avant la guerre. C'est un peu comme Le Monde d'hier de Stefan Zweig. Il a écrit ce qu'on appelle la trilogie transylvaine en 3 volumes,
Vos jours sont comptés, enfin avec des titres assez tragiques qui rappellent un peu le Manette et Selfarès, vous avez été trouvé léger, etc., de la Bible, et qui sont des livres absolument extraordinaires. Donc je lisais beaucoup ça pendant que j'écrivais mes Thomas More, et aussi autre chose que j'adore lire et que je lis continuellement, qui sont les guides Bédeker. Ah oui, Ouais. ça existe encore? Non, ça n'existe pas. Vous avez les anciennes éditions? J'ai quelques anciennes éditions qui me viennent de mes grands-parents, et puis sans ça, je vais sur Internet et j'achète sur eBay le guide Bédeker de la Hongrie, le guide Bédeker de la Palestine, mais qui sont d'une poésie absolument incroyable. Enfin, c'est comme se déplacer dans les aventures d'Hercule Poirot. Enfin, donnant des renseignements pratiques qui n'ont absolument plus aucune raison d'être, mais qui donnent la description, par exemple, il y en a un sur l'Autriche-Hongrie, la description, alors d'abord, c'est extraordinaire parce que c'était l'Autriche-Hongrie de l'époque, donc ça couvre aussi bien la Bohème, la Tchécoslovaquie, etc. La description des villes de Marienbad, de Karlsbad, enfin c'est absolument extraordinaire et ça me donne envie d'écrire des milliers de pages où j'enverrai Thomas More à Marienbad uniquement pour pouvoir le suivre, quoi. Voilà. Merci François Sureau. Je vous invite à voyager avec nous et c'est vous qui allez nous faire voyager à travers vos conseils de lecture. Ah bah avec plaisir. Collège, voilà, ça c'est bien ça. Le Comte de Monte Cristo 1, le Comte de Monte Cristo 2, ça c'est un rêve. Bah, ça enfin je trouve qu'il y a tout dans ce livre. Enfin, il y a tout. C'est un rêve d'écrire, enfin comment dire, c'est un rêve d'écrire un livre qui parle en fait d'une des passions que nous avons tous, qui est la passion de la vengeance. Oui. Ça, nous avons tous espéré nous venger à un moment ou à un autre. Bon, alors, peut-être pas de manière absolument aussi tragique, mais on a tous espéré se venger. Et le génie de ce livre, c'est d'avoir rendu ça de manière extrêmement présente, avec également le trouble de la conscience. Parce qu'à la fin, Monte Cristo, qui a provoqué des drames épouvantables, se reproche d'avoir usurpé la place de Dieu. Et c'est fantastique. Enfin, ça, c'est fantastique en général. Et puis, ce qui est fantastique, c'est tous les détails. Par exemple, le passage, je ne sais pas si vous avez remarqué, le passage d'Edmond Dantès à Monte Cristo, qui est un baptême. C'est-à-dire qu'en fait, il prend la place d'un mort, il se met dans un sac, on le met à l'eau, comme on mettait autrefois les gens complètement à l'eau pour les baptiser, il sort de cette eau, et il est devenu le comte de Monte Cristo, en réalité, même avant de trouver le trésor dans l'île. Il y a une multiplicité de détails de ce type-là qui rendent ce livre d'une profondeur absolument... Et puis le temps, toujours ce temps. Et puis, on est sur le temps long, c'est vraiment une vengeance et puis le temps, qui se nourrit sur le long temps. Et puis avec des choses annexes que j'aime beaucoup, qui sont l'orientalisme de l'époque, oui, Haïdé, Janina, la guerre d'indépendance de la Grèce, Byron, enfin tout ça qui est en arrière-plan. Et puis ce goût les personnages de deuxième ordre, comme Morel, par exemple, l'armateur, qui est extraordinaire. Et puis une chose que j'aime beaucoup, qu'on retrouve chez Lupin, que vous aimez aussi, et qui est le côté frégoli, le côté déguisement. Le comte de Monte Cristo qui se transforme en Lord Machin, Villemort, l'abbé Busoni, qui se transforme qui se fait appeler Sinbad le marin pour vivre dans une île où il mange de la confiture de hashish. Enfin, il y a un côté il y a une poésie absolument folle dans Monte Cristo. C'est un livre que je relis chaque année à l'automne. Et puis merveilleusement bien écrit. Et merveilleusement écrit, et d'une rapidité, voilà. Donc ça c'est vraiment très très bien. Voilà. Alors ça, c'est votre lecture d'enfance. Non, mais c'est ma lecture d'enfance, et c'est ma lecture permanente. Là aussi, c'est ma lecture d'enfance, mais je le relis absolument sans arrêt. J'étais très content parce qu'il y a des années de ça, j'ai eu l'occasion de rencontrer Ernst Junger, le grand écrivain allemand. Il avait près de 100 ans à l'époque, et je lui ai demandé le livre qu'il continuait de lire après l'avoir lu enfant. Et c'était Robinson Crusoe, ce que j'ai trouvé assez touchant pour quelqu'un qui avait eu la vie qu'il avait eue. Alors, c'est fantastique. Vous vous souvenez du début. Alors, attendez quand même, parce que tant qu'avoir un livre entre les mains... c'est bien de retrouver l'émotion des premiers mots. En 1632, je naquis à York, d'une bonne famille, mais qui n'était point de ce pays. Non, mais je naquis à York, d'une bonne famille, mais qui n'était point de ce pays. Et c'est l'incipit d'un livre qui va l'emmener
en dehors de tout pays, dans une île déserte, où il va se poser la question centrale qui est quelle faute ai-je commise pour être si malheureux, qui est la question de Robinson Crusoe. L'une des raisons pour lesquelles Robinson Crusoe est fascinant, c'est pas simplement qu'il est dans une île déserte à construire des choses, une cabane et à récupérer les débris de son navire, c'est que son aventure l'amène à s'interroger sur sa conscience de manière très protestante, d'ailleurs de manière très, très aiguë, et c'est absolument merveilleux. Et puis la poésie folle, moi je relis, mais vraiment je relis chaque année avec passion. Quand il sort du bateau, là, et le bateau fait naufrage, il prend des tas d'éléments pratiques, des clous, du fromage de Hollande, des mousquets, enfin bon, et il se construit une maison. Et donc il se fait un monde à sa mesure. Ce que fait tout écrivain lorsqu'il veut écrire des livres, c'est en fait se construire un monde à sa mesure. Et Robinson Crusoe, qui est l'écrivain de lui-même, avec toutes sortes de choses pratiques, se construit enfin un monde à sa mesure. Et je trouve ça profondément réconfortant. Oui, c'est très biblique en fait, hein. Ça fait penser à la Genèse, à Noé. À Noé, exactement. Il y a un côté arche de Noé, dans la sauf que c'est une arche immobile au milieu de l'océan, mais il y a un côté arche de Noé qui est extraordinaire. Non, non, c'est merveilleux. C'est merveilleux. Dans la matinée, je pris la Bible et d'abord l'Ancien Testament. Non, non, c'est splendide, Robinson Crusoe. Alors, François Sureau, Voilà. c'est votre prochaine lecture. Alors, c'est ma prochaine lecture. Bon, parce que le Booker Prize, c'est bien en général. Et puis, pour deux. Alors, je ne l'ai pas lu, donc je ne peux pas dire si c'est bien. Je vais vous dire ce qui m'a tenté. Voilà. Je vais vous dire ce qui m'a tenté. Ce qui m'a tenté, c'est deux choses. D'abord, je suis magyarophile. J'ai beaucoup aimé la Hongrie, j'ai habité Budapest. Il y a des auteurs hongrois que j'ai beaucoup aimés. Sándor Márai, non pas tellement pour les romans d'ailleurs, mais plutôt pour son journal que je trouve extraordinaire. Imre Kertész, Miklós Banfi, enfin j'aime énormément la littérature hongroise. Kostolany, vous avez lu? Non, ça j'ai pas lu en revanche. Il paraît que c'est très très bien. Traducteur kleptomane, c'est formidable. Il paraît que c'est très bien. Et donc voilà, donc moi j'aime beaucoup cette littérature. Et quand j'ai vu qu'il y avait un jeune auteur, parce qu'il est jeune, il est certainement beaucoup plus jeune que moi, un jeune auteur enfin de langue anglaise, hongro, enfin magyaro-canadien, si je peux dire, qui avait publié ce livre, qui avait eu le Booker Prize, je me suis dit ça, il faut absolument que je lise ça. En plus, je ne sais pas pourquoi, mais ces dernières années, j'étais très sensible à la réussite d'auteurs anglais situés entre un monde et un autre. Comme lui entre la Hongrie et le monde anglo-saxon, Michael Ondaatje entre l'Inde et le monde, ou Naipaul, des éléments étrangers, si je puis dire, avaient fécondé la langue anglaise pour une chose qu'on trouve également dans les romans. Comme François Tcheng pour nous, en France. François Tcheng pour nous, comme quand au fond, c'est ce qu'on trouve aussi dans les romans américains de Nabokov, les premiers, Pnin, qui sont absolument fantastiques. Ça, je suis très très sensible à cette interprétation des mondes. Et donc, mon prochain livre, que j'ai acheté d'ailleurs, ah oui, il est né en 74, vous voyez, c'est David Zalai, qui a grandi à Londres et vit entre Vienne et Budapest. J'adore ça c'est vraiment, en général, c'est les éditeurs qui écrivent ces choses-là. Ça m'a toujours fait rire, ça. Il vit entre Vienne et Budapest. À quel endroit exactement? Merci. Ah, ça si, elle est très très bien, ça si. Voilà. Ah, oui, oui. Alors donc ça, c'est votre lecture Voilà. de chevet? Absolument. Ça, c'est vraiment... la lecture à laquelle vous revenez. C'est la lecture à laquelle je reviens le plus souvent. Alors, on va prendre... voilà, c'est vraiment... Enfin, voilà quoi. Alors avec une lecture à laquelle on peut revenir de manière infinie. Hein, par exemple, je vais vous faire un petit commentaire. Oui. Au commencement, Bereshit, etc. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre était informe et nue, les ténèbres couvraient la face de l'abîme et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux. Que dit le grand Rachi, le commentateur? Si l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux, c'est qu'il y avait donc quelque chose avant que Dieu ne crée le ciel et la terre. Il y avait donc les eaux. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quelque chose existait avant que quelque chose ait été créé par Dieu. Et tout d'un coup, le mystère de l'ensemble de la création s'ouvre devant vous et toutes les raisons de lire des livres et d'en écrire. Et l'Esprit de Dieu était porté sur les eaux avant même que la création n'ait lieu. C'est abyssal. C'est abyssal. C'est merveilleux. Et on peut s'arrêter là. On peut lire ça toute sa vie. On peut lire ça toute sa vie. Et puis sans ça, et puis il y a l'épisode de Noé. Et le Seigneur dit à Noé, entrez dans l'arche, vous et toute votre maison, parce qu'entre tous ceux qui vivent aujourd'hui sur la terre, j'ai reconnu que vous étiez juste devant moi.
C'est magnifique, c'est magnifique. Que peut la littérature dans la vie? La littérature peut absolument tout. J'ai toujours été frappé du fait qu'on pose cette question, en fait, pas vous naturellement, mais en général, quand on la pose de manière un peu sceptique. Genre, qu'est-ce que vous nous emmerdez avec les livres? Ça ne diminue pas le chômage, ça aide pas les gens à vivre, ça ne supprime pas les guerres. Que peut la littérature? En fait, elle ne peut pas grand-chose, en réalité. C'est ce qu'il y a derrière cette question, très souvent, lorsqu'elle est posée. Eh bien, c'est l'inverse. Je pense qu'elle peut absolument tout. Elle peut déplacer toutes les barrières, elle peut déplacer la conscience que nous avons du monde, elle peut déplacer nos relations avec les autres, elle peut absolument tout faire. C'est le monde qui ne peut pas tout, mais la littérature, elle peut tout, vraiment tout. François Sureau, un grand merci parce que vous nous avez ouvert des horizons de lecture en littérature, mais aussi sur une certaine forme d'appréhender l'histoire, de la vivre, de sentir ce temps qui passe et peut-être de le découvrir à l'aune de la lecture, bien sûr, d'auteurs comme vous, et puis de nous plonger, nous inviter à nous plonger avec amitié, justement, dans ces livres qui disent beaucoup de nous aussi et qui nous apprennent à vivre. Merci beaucoup pour ce partage et merci aussi pour cette très belle aventure que vous nous offrez. Merci à vous. J'ai tellement passé de temps dans cette librairie, depuis que je suis très jeune, que j'ai l'impression, grâce à vous, d'être descendu d'un de ces rayonnages pour m'animer brutalement. Et ça m'a donné énormément de plaisir. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci à vous.